Il se croyait l'homme le plus intelligent de la pièce. Il pensait qu'une semaine à Aspen avec sa maîtresse était le cadeau de Noël idéal à s'offrir, sous prétexte d'une urgence professionnelle. Julian Blackwood rentra chez lui, s'attendant à retrouver une femme naïve et un dîner chaud. Au lieu de cela, il trouva une maison vide, un coffre-fort vide et un seul document juridique sur le comptoir de la cuisine qui lui glaça le sang. Ce n'était pas un acte de divorce, c'était une ordonnance du tribunal. Pendant qu'il dormait dans le lit d'une autre femme, sa femme ne l'avait pas simplement quitté. Elle avait légalement effacé son héritage, à commencer par le nom de famille de son fils. Voici l'histoire d'une trahison qui s'est retournée contre son auteur de la manière la plus brutale qui soit. La Mercedes Classe S Obsidian crissait doucement sur le gravier gelé de l'allée. C'était le seul bruit dans l'air vif de l'après-Noël. Julian Blackwood expira un long nuage de vapeur en sortant de la voiture, ajustant le col de son manteau en cachemire. Il se sentait bien. Mieux que bien, en fait. Il se sentait invincible. Le mensonge avait été parfait. Des négociations urgentes pour une fusion à Tokyo. C'était le genre d'excuse qui semblait si ennuyeuse et si importante que sa femme Elena ne l'avait jamais remise en question. Pendant qu'Elena passait Noël seule avec leur fils Harrison, âgé de 2 ans, Julian était dans un chalet privé à Aspen avec Isabelle, une coordinatrice marketing de 24 ans, qui le regardait comme s'il était le centre de son univers. Il se pencha vers le siège arrière pour attraper sa mallette, qu'il avait méticuleusement remplie de whisky japonais acheté en duty-free et de fausses factures achetées en ligne, au cas où Elalana lui demanderait de voir ses dépenses. Il était fier de son sens du détail. C'est pourquoi il était PDG de Blackwood Logistics et c'est pourquoi il pensait pouvoir mener 2 vies sans qu'elles n'entrent jamais en collision. Il gravit les marches en pierre du vaste domaine colonial du Connecticut. Il s'attendait à la routine habituelle, à ce que la lourde porte en chêne s'ouvre avant même qu'il ne tourne la clé. Elena, l'air fatigué mais soulagé. Harrison qui se précipiterait vers lui en criant « Papa !» Mais la porte resta fermée. Julian la déverrouilla et la poussa. « Elena, je suis rentré », appela-t-il d'une voix fatiguée, comme celle d'un voyageur épuisé. Le vol avait été un cauchemar. Vous ne croiriez pas les turbulences au-dessus du Pacifique. Silence. Pas le silence paisible d'une maison endormie, mais le silence lourd et stérile d'un musée après la fermeture. Le chauffage était éteint. L'air à l'intérieur était glacial. Elena. Il entra dans le hall d'entrée. Le 12e sapin de Noël était toujours debout dans le coin du salon. Mais quelque chose n'allait pas. Il faisait sombre. Il appuya sur l'interrupteur. Rien. Il s'approcha et comprit pourquoi. Les lumières avaient été retirées, les décorations, les verres anciens bénis par 5 générations de Blackwood, ceux que sa mère avait fait jurer à Elalana de protéger de sa vie, avaient disparu. Le sapin était nu, un squelette d'égoile de pain jonchant le parquet. Julian sentit un nœud d'angoisse se former dans son estomac. Il laissa tomber sa mallette et monta les escaliers en courant, ses pas résonnant comme le tonnerre. Harrison. Il fit éruption dans la chambre d'enfant. Le berceau était là, mais le matelas était nu. Le mobile représentant des planètes en rotation qu'il avait acheté pour le premier anniversaire de Harrison avait disparu. La table à langer était vide. Pas de couche, pas de lingette, pas d'odeur de talc pour bébé, juste le léger parfum chimique du désinfectant au citron. La panique froide et aiguë finit par percer son arrogance. Il courut dans le couloir jusqu'à la chambre principale. Il ouvrit la porte à la volée. Le lit était fait avec une précision militaire, mais pas avec leurs draps en coton égyptien habituel. Il s'agissait de draps blancs unis, du genre de ceux utilisés pour recouvrir les meubles dans les maisons vides. Il se dirigea vers le dressing. Son côté était intact. Ses costumes Armani, ses rangées de chaussures en cuir italien. Tout était exactement là où il l'avait laissé. Il se tourna vers le côté d'Elena, vide. Non seulement vide de vêtements, mais dépouillé de toute existence. Les cintres en velours avaient disparu. Le coffre-fort à bijoux spécialement installé pour sa collection était ouvert et vide. Même le tapis semblait avoir été aspiré pour effacer ses empreintes. Julian s'appuya contre le cadre de la porte, le souffle court. Elle était partie. Mais comment? Quand? Il lui avait envoyé un SMS 3 heures plus tôt depuis la limousine pour lui dire qu'il avait atterri sans encombre. « J'ai hâte de te voir, toi et Harry », avait-elle répondu. « Bon voyage »,
Nous t'attendons. Nous t'attendons, murmura-t-il à la pièce vide. Il se précipita en bas, l'esprit envahi par toutes sortes de scénarios. Un enlèvement? Non. Les ravisseurs ne font pas les valises et ne passent pas l'aspirateur. Une dépression? Était-elle fixée? Était-elle partie chez sa mère? Il se rendit dans son bureau, ayant besoin d'un verre avant d'appeler ses parents. Il tendit la main vers la carafe en cristal remplie de scotch posée sur son bureau en acajou. C'est alors qu'il la vit. Au centre du bureau, parfaitement centré sur le tapis en cuir, se trouvait une seule enveloppe épaisse. Elle n'était pas scellée. Posé dessus se trouvait le cadeau qu'il lui avait offert. Le bracelet de tennis en diamant qu'il avait acheté 2 mois auparavant et caché dans le mur, en sécurité derrière le tableau dans le couloir. Il se figea. Le coffre-fort mural. Il se précipita dans le couloir et arracha le tableau représentant une chasse au renard anglaise. La porte du coffre-fort était grande ouverte. Il fixa la boîte métallique sombre. Elle était vide. La réserve d'argent liquide, 50 000 $ qu'il gardait pour les urgences, avait disparu. Les obligations au porteur avaient disparu. Les passeports, le sien et celui de sa femme avaient disparu. Mais le pire de tout, c'était le disque dur. Le disque dur externe où il conservait le grand livre. Le vrai grand livre. Celui qui documentait les comptes offshore au Caïman dont l'IRS et LLNNA n'étaient pas censés avoir connaissance. Julien sentit ses genoux fléchir. Il glissa le long du mur et s'assit sur le sol, au milieu des ruines de sa vie secrète. Il regarda vers le bureau, vers l'enveloppe qui attendait sur le bureau. Il rampait vers le bureau et ramassa l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle était lourde. Du papier cartonné de qualité supérieure. Il sortit les documents. Il n'y avait pas de lettres manuscrites, pas de mots déchirés demandant pourquoi ou criant « Comment as-tu pu ?» Elena n'était pas une femme qui gaspillait de l'encre pour exprimer ses émotions. La première page était une photocopie d'un journal de SMS. 24 décembre, 23h42, de Julian à Isabelle. Elle dort. Mon Dieu, ta peau me manque. Plus que 2 jours avant Aspen. Bébé, tiens bon. Julian retint son souffle. Il se souvenait avoir envoyé ce SMS. Il était dans la salle de bain, l'eau coulant pour masquer le bruit du clavier. Elena était au lit, apparemment endormie. Elle ne dormait pas. Il tourna la page. Une photo, granuleuse mais suffisamment claire. Lui et Isabelle à l'aéroport, sa main posée possessivement sur le bas de son dos. Il tourna à nouveau la page, et c'est là que le monde s'arrêta de tourner. C'était une ordonnance du tribunal estampillée par un juge de la division familiale de la Cour supérieure du Connecticut, datée du 26 décembre, le lendemain de son départ. Avis d'acceptation de la demande de changement de nom. Dans l'affaire de l'enfant mineur, Harrison James Blackwood, requérante Elena Marie Sterling, mère tutrice légale. Il est ordonné par la présente que le nom de l'enfant mineur soit changé de Harrison James Blackwood à Harrison Sterling. Julian fixa le nom, Harrison Sterling. Elle ne l'avait pas seulement pris. Elle n'avait pas seulement découvert la liaison. Elle l'avait effacé. Elle avait supprimé le nom Blackwood, le nom qui ouvrait des portes, le nom associé au fonds fiduciaire, le nom que le père de Julian lui avait fait promettre de porter en tant que fils unique. Et puis, tout en bas de la pile, un post-it avec son écriture angulaire et précise. Tu voulais une vie sans conséquences, Julian. Maintenant, tu as une vie sans nous. PS. Je ne m'embêterai pas à vérifier des comptes au Caïman. Julian ne cria pas. Il ne jeta pas la lampe à travers la pièce. Il passa en mode survie, froid et mécanique. Il était un arrangeur. Il s'occupait de la logistique. Si un navire coulait, il trouvait un autre itinéraire. Si un accord échouait, il trouvait une faille. Il a attrapé son téléphone et a composé le numéro d'Arthur Pendleton, son avocat personnel et ami de longue date, Julian. La voix d'Arthur était encore endormie. Il était à peine 6 heures du matin un samedi. « Je croyais que tu étais à Tokyo. Quelle heure est-il là-bas? »« Je suis chez moi, » répondit Julian d'une voix terriblement calme. « Elle sait, Arthur. Elle sait tout. »« Qui? » Elena. Arthur semblait perplexe. Que sait-elle à propos d'Aspen? À propos d'Isabelle? Elle est partie. Elle a emmené Harrison et Arthur. Elle a changé son nom. Elle a fait quoi? La somnolence disparut de la voix d'Arthur. Elle ne peut pas changer le nom d'un mineur sans le consentement du père. C'est la procédure standard. À moins que... À moins que quoi? S'écria Julien.
en faisant les 100 pas dans le bureau vide. À moins qu'elle ait eu une raison de demander une ordonnance d'urgence ou qu'elle ait éprouvé « Julian, as-tu signé quelque chose avant de partir ?» N'importe quoi. Julian se creusa la tête. La précipitation pour partir à Tokyo. Elena avait été si gentille, si serviable. Elle lui avait apporté une pile de papier le matin de son vol. Des mises à jour d'assurance, avait-elle dit. Juste des formalités administratives ennuyeuses pour la maison et les voitures. Il les avait signées en buvant son espresso, regardant sa montre, impatient de rejoindre Isabelle. « Elle m'a donné des papiers, » murmura Julien. « Des formulaires d'assurance. Tu ne les as pas lus. » La voix d'Arthur monta d'un octave. « Je faisais confiance à ma femme, Arthur, qui lit les petits caractères des renouvellements d'assurance automobile. Donne-moi ces papiers immédiatement. Mais d'abord, vérifie ta liquidité. Si elle a autant d'avance sur nous, elle ne cherche pas seulement à divorcer. Elle cherche à tout détruire. » Julien raccrocha et se connecta à son application bancaire principale. Accès refusé. Il fronça les sourcils. Il essaya le compte joint. Compte fermé, son cœur martelait contre ses côtes. Il ouvrit l'application de son portefeuille d'investissement privé, celui qu'il croyait inviolable. Solde zéro. Non. Il gîte d'un rire sec et hystérique. C'est impossible. Il appela la ligne VIP de la banque. Ici Julian Blackwood. Pourquoi mes comptes affichent-ils zéro? Un instant, Monsieur Blackwood, répondit l'opérateur. Le silence s'éternisa pendant une minute interminable. Monsieur, il semble que les fonds aient été transférés le 27 décembre, conformément à l'exécution d'un accord sur les biens matrimoniaux et à une mesure de protection contre la fraude. Protection contre la fraude? Oui, monsieur. Le compte a fait l'objet d'un signalement pour activité suspecte à Aspen, dans le Colorado, suivi d'un transfert important autorisé par la co-titulaire, Madame Elena Blackwood, vers un compte séquestre sécurisé sous la supervision de Sterling & Vance LLP. Julian laissa tomber le téléphone. Sterling, son nom de jeune fille. Son père n'était pas avocat, mais son oncle était un requin nommé Robert Sterling qui n'avait jamais aimé Julian. Il se rendit alors compte qu'il n'avait pas ses clés de voiture. Son double de clés avait disparu. Il n'avait pas d'argent liquide. Ses cartes de crédit étaient probablement bloquées. Il se tenait dans une maison glaciale, vêtue d'un costume de marque, avec pour seule possession le whisky japonais dans sa mallette. Il devait la retrouver. Il devait voir Harrison. Il courut vers la Mercedes. Heureusement, le porte-clés était toujours dans sa poche. Il démarra le moteur et sortit en marche arrière de l'allée, projetant violemment des graviers. Il savait où elle irait. Ses parents avaient une maison en grès brun à Boston et une résidence d'été à Newport. Newport était plus proche. Il conduisit comme un fou, le compteur de vitesse atteignant 110 miles à l'heure sur la I-95. Pendant qu'il conduisait, la réalité du changement de nom le frappa. Harrison Sterling. Pourquoi cela? Pourquoi cette précipitation? Pourquoi ne pas simplement se battre pour obtenir la garde? Puis il comprit. Le trust de la famille Blackwood. Son père, Feu Cornelius Blackwood, était un homme au principe archaïque. Le trust, d'une valeur de près de 40 millions de dollars, devait être versé au premier héritier mâle à son 3e anniversaire. Harrison allait avoir 3 ans dans 2 semaines, mais il y avait une clause. Julian se souvenait de la voix rauque du vieil homme lisant le testament à l'héritier mâle portant le nom légal de Blackwood. Si Harrison n'était pas un Blackwood à son 3e anniversaire, le trust ne verserait rien à l'enfant. Il serait reversé à la fondation caritative gérée par le conseil d'administration. Attendez, si l'argent n'allait pas à Harrison, il allait à la fondation. Mais si Harrison restait un Blackwood, Julian, en tant que fiduciaire, aurait le contrôle de ces 40 millions jusqu'à ce que le garçon ait 21 ans. Il comptait sur cet argent pour couvrir les dettes colossales qu'il avait accumulées en utilisant la société pour ses propres mauvais investissements. Elena le savait. Elle n'avait pas changé le nom pour blesser Julian. Elle l'avait changé pour le ruiner. Elle brûlait 40 millions de dollars de l'héritage de son propre fils, juste pour s'assurer que Julian ne puisse pas y toucher. « Espèce de sorcière malveillante !» hurla Julian en frappant le volant de ses mains. 1 heure plus tard, il s'arrêta devant les grilles du domaine Sterling à Newport. Les imposantes grilles en fer étaient fermées. Il klaxonna. Une voix se fit entendre dans l'interphone. Ce n'était pas Elena. C'était une voix d'homme. Une voix grave et rauque. « Rentre chez toi, Julian. Laisse-moi entrer, Robert. »
cria Julien dans le haut-parleur. Elle a kidnappé mon fils. J'appelle la police. Appelez-les, répondit calmement Robert Sterling. Nous avons déjà parlé au shérif. Ils ont les images, Julian. Quelles images? Les images de la caméra de la sonnette de votre maison, dit Robert, et les enregistrements audio de la chambre d'enfant, ceux où vous discutiez de votre créativité financière avec votre maîtresse au téléphone en mode haut-parleur, alors que vous pensiez être seul, et les images du chalet d'Aspen. Saviez-vous que le propriétaire est un de mes clients? Julian se figea. Elena n'est pas ici, Julian, continua Robert. Et vous ne la trouverez pas, mais vous avez une audience mardi. Je vous suggère de vous trouver un meilleur avocat qu'Arthur Pendleton. Oh, et Julian? Quoi? S'étrangla Julian. Bonne année. L'interphone s'éteignit. Julian resta assis dans le silence de la voiture, regardant les imposantes grilles. Il comprit alors qu'il ne s'agissait pas d'une rupture soudaine. C'était un piège. Elena avait planifié cela depuis des mois, voire des années. Il passa la marche arrière, les mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine tenir le volant. Il devait se ressaisir. Il devait trouver une faille dans son plan. Mais d'abord, il devait survivre à la nuit. Il se rendit à l'hôtel le plus proche, un Marriott situé sur le port. Il se dirigea vers la réception et posa sa carte AMX platine sur le comptoir. Une nuit. Super, dit-il. La jeune femme derrière le comptoir passa la carte dans le lecteur. Elle fronça les sourcils. Elle la passa à nouveau. « Je suis désolé, monsieur, » dit-elle en levant les yeux avec un sourire poli et compatissant. « Refusé. Essayez celle-ci. » Il posa sa visa. « Refusé. Mastercard. »« Refusé, monsieur. » Elle indique que la carte a été déclarée volée. Julian fixa le terminal. Il n'avait pas d'argent, pas de maison à chauffer, pas de famille. Il se retourna et quitta le hall, la honte lui brûlant le visage comme de l'acide. Il s'assit dans sa voiture et vérifia sa jauge d'essence. Un quart de réservoir, assez pour rentrer à la maison vide. Son téléphone vibra. Un SMS d'Isabelle. « Salut chérie, tu me manques déjà. Tu l'as déjà dit à la méchante sorcière. J'ai hâte d'être la nouvelle Madame Blackwood. » Zoko Julian regarda le message. Un rire sombre et dangereux monta dans sa gorge. Isabelle, la raison de tout cela, si Elena voulait la guerre, elle l'aurait. Mais Julian réalisa qu'il combattait un général qui avait déjà capturé ses lignes de ravitaillement avant même que le premier coup de feu ne soit tiré. Il tapa une réponse à Isabelle. « Fais ta valise. Viens à la maison. Nous devons parler. » Il n'en avait pas encore fini. S'il devait sombrer, il s'assurerait d'entraîner tout le monde avec lui. Mais il ne savait pas que le changement de nom n'était que la première domino. Elena lui avait réservé une autre surprise, qu'il ne découvrirait qu'en essayant d'entrer dans son bureau chez Blackwood Logistics le lundi matin. Pour comprendre comment la vie de Julian Blackwood avait été démantelée avec la précision d'une démolition contrôlée, il fallait remonter 3 mois en arrière. Tout n'avait pas commencé avec un détective privé. Tout n'avait pas commencé avec une trace de rouge à lèvres sur un col de chemise. Tout avait commencé avec un iPhone 12 fissuré. C'était un mardi soir d'octobre. Julian avait acheté le dernier modèle et avait jeté son ancien téléphone effacé sur le comptoir de la cuisine. Les Harrison jouait avec, avait-il dit d'un ton dédaigneux, se précipitant vers la porte pour se rendre à un dîner avec un client qui était en réalité un rendez-vous avec Isabelle dans un bar à sushi du centre-ville. Elena avait ramassé le téléphone. Elle avait essuyé l'écran avec sa manche. Julian était méticuleux quant à son apparence, mais négligent en matière d'hygiène numérique. Il avait supprimé les photos. Oui, il s'était déconnecté de sa messagerie électronique, mais il n'avait pas désactivé la synchronisation du trousseau iCloud avant de le remettre. Lorsque Elena a connecté le téléphone au Wi-Fi de la maison pour télécharger une application de coloriage pour Harrison, le téléphone a émis un bip. Il a commencé à se remplir, non pas d'applications, mais de mots de passe. Puis l'application Notes s'est mise à jour. Elena n'était pas curieuse de nature. C'était une femme qui se targuait de faire confiance. Mais la curiosité est un instinct humain, et il y avait une note en haut de la liste intitulée simplement « Aspen ». Elle l'a ouverte. Ce n'était pas une liste de choses à emporter. C'était un itinéraire de mensonges. Pont 25, Pont 30, le chalet à Silver Creek. Invité, Isabelle M. Couverture. Fusion à Tokyo avec Cow Systems. Budget 45 000. Utiliser le compte offshore. Elena fixait l'écran. La pièce ne tournait pas. Elle ne pleurait pas. Une étrange clarté glaciale s'était installée en elle.
Un phénomène connu des psychologues sous le nom de dissociation émotionnelle. Elle observait sa vie depuis le plafond. Elle vit une femme tenant un téléphone, réalisa que son mariage était une imposture et comprit que son mari n'était pas seulement un infidèle, mais un cliché. Elle ne le confronta pas lorsqu'il rentra à la maison ce soir-là, sentant le saké et le parfum cher. Elle l'embrassa sur la joue. Elle lui demanda des nouvelles du client. Elle joua le rôle de l'épouse aimante. Le lendemain matin, pendant que Julian était au travail, Elena se rendit à Newport. Elle n'alla pas chez ses parents. Elle se rendit directement au cabinet d'avocats Sterling et Vance. Son oncle, Robert Sterling, était un homme qui démembrait légalement des entreprises pour le plaisir. Il s'assit derrière son bureau en chaîne, écouta l'histoire d'Elena et regarda les captures d'écran qu'elle avait imprimées. « Le divorce, c'est compliqué, Elena, dit Robert en préparant un sachet de thé Earl Grey. Il a de bons avocats, il va cacher ses biens, il va se battre pour obtenir la garde partagée juste pour éviter de payer la pension alimentaire complète. Et il obtiendra la garde partielle parce que les tribunaux ne se soucient plus autant qu'avant de l'adultère. Je ne veux pas de pension alimentaire, dit Elena d'une voix dure. Et je ne veux pas qu'il ait la garde. Il ignore Harrison. Il regarde notre fils comme s'il s'agissait d'un accessoire qui ne va pas avec sa tenue. Je veux qu'il parte, Robert. Complètement. Robert but une gorgée de thé. Alors, Molo, nous ne demanderons pas le divorce. Pas encore. Nous frapperons là où il est vraiment sensible. Son argent. Elena dit, son héritage, corrigea Robert. Il se leva et sortit un lourd dossier relié en cuir de son étagère. Ton beau-père, Cornelius, était un homme brillant mais paranoïaque. J'ai aidé à rédiger le testament de la famille Blackwood il y a 20 ans. Il y a une clause. Paragraphe 4, section B. Robert ouvrit le dossier et désigna le texte juridique dense. La somme principale de 40 millions de dollars sera conservée en fiducie jusqu'à ce que le premier héritier mâle de la lignée directe des Blackwood atteigne l'âge de 3 ans. Les dits fonds seront remis sous le contrôle du fiduciaire Julian Blackwood au profit de l'héritier, à condition que celui-ci conserve le nom de famille légal de Blackwood. Si le nom de l'héritier est modifié, changé ou autrement retiré de la lignée Blackwood avant l'âge de la distribution, la fiducie sera dissoute et les actifs transférés immédiatement à la fondation caritative Blackwood sous la gouvernance du conseil d'administration. Elena l'a lu 2 fois. Si Harrison n'est pas un Blackwood, Julian n'obtient pas le contrôle des 40 millions. Exact. Julian a emprunté en misant sur cet argent, expliqua Robert. J'ai entendu des rumeurs. Il s'est endetté jusqu'au cou. Il a besoin du versement du fonds fiduciaire à l'occasion du 3e anniversaire de Harrison pour couvrir ses dettes. Si cet argent disparaît, il est ruiné, conclut Elena. Mais changer le nom d'un enfant sans le consentement du père est pratiquement impossible, a averti Robert, à moins d'avoir son consentement. Elena a souri, un sourire fantomatique qui n'atteignait pas ses yeux. Il est occupé, Robert. Il est tellement occupé à planifier son voyage à Aspen. Il signe tout ce que je lui présente. Et ainsi, le piège était tendu. Le matin de son départ pour Tokyo, Elena lui avait présenté la pile de papier. Niché entre le renouvellement de l'assurance automobile et le contrat du jardinier, se trouvait un document intitulé « Délégation de pouvoir exclusif et renonciation à toute contestation ». Il était rédigé dans un jargon dense, mais il donnait essentiellement à Elena le pouvoir de procéder à tout changement juridique concernant le statut de dépendance en son absence, et renonçait explicitement à son droit de contester les changements de nom en cas de voyage dépassant 5000 miles. Julian, arrogant et pressé, l'avait signé. Il avait signé son propre arrêt de mort avec un stylo Mont-Blanc, vérifié sa montre et lui avait donné un baiser d'adieu. Pendant qu'il était dans les airs pour rejoindre sa maîtresse, Elena était dans une salle d'audience. Le juge, voyant la renonciation signée et l'affidavit notarié du voyage de Julian, a immédiatement accordé le changement de nom. Harrison Sterling. C'était fait. Elle a vidé la maison en 6 heures. Elle n'est pas simplement partie. Elle a effacé la vie qu'ils avaient construite. Elle voulait qu'il rentre chez lui dans le vide. Elle voulait qu'il se sente aussi vide qu'elle l'avait été en lisant ce mot sur son ancien téléphone. Lundi matin, 8 heures, Julian se réveilla dans la chambre principale de sa maison glaciale. Il avait dormi dans son costume, recroquevillé sous les housses anti-poussière qu'il avait arrachées des meubles, son souffle formant de la bouée dans l'air. Il avait la gueule de bois, il avait faim et il était animé d'une rage qui coulait dans ses veines comme de l'essence.
Il avait passé son dimanche à essayer de joindre des amis, à emprunter de l'argent, à trouver un avocat qui accepterait de le recevoir. Personne ne l'avait fait. Le silence de son entourage était assourdissant. Il semblait que Robert Sterling avait passé quelques coups de fil. Mais Julian avait un plan. Il était toujours le PDG de Blackwood Logistics. Il était toujours le patron. Il irait au bureau, ordonnerait au directeur financier de lui faire un chèque sur les réserves de l'entreprise, engagerait un requin de New York et poursuivrait Elena en justice jusqu'à ce qu'elle implore sa pitié. Il se rasa à l'eau froide, enfila une chemise propre qu'il avait laissée dans le sac du pressing dans sa voiture et se rendit en Mercedes au siège de Blackwood Logistics, dans le centre-ville de Stamford. La tour de verre brillait sous le soleil hivernal. C'était son royaume. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Il entra dans le hall, ses talons claquant avec autorité sur le marbre. Il salua d'un signe de tête le gardien de sécurité, un homme nommé Sam, qui travaillait là depuis 10 ans. « Bonjour, Sam », dit Julian en se dirigeant vers les tourniquets. Sam ne sourit pas. Il baissa les yeux vers sa console. « Monsieur Blackwood, veuillez vous arrêter. » Julian s'arrêta, tenant sa carte clé devant le capteur. Le voyant clignota en rouge. Accès refusé. « Problème technique », marmonna Julian en appuyant à nouveau. Rouge. « Ce n'est pas un problème technique, monsieur », dit Sam en sortant de derrière son bureau. C'était un homme corpulent, et pour la première fois, Julian remarqua le taser à sa ceinture. « J'ai reçu l'ordre de récupérer votre badge. »« Pardon !» Julian éclata d'un rire incrédule. « Je suis propriétaire de cet immeuble, Sam. Je suis le PDG. Ouvrez la porte. Je ne peux pas faire ça, monsieur. » Les gens commençaient à regarder. Les employés arrivaient au compte-gouttes, chuchotant derrière leurs mains. Julian sentit la chaleur monter dans son cou. « Appelez Marcus Thorne », ordonna Julian. Marcus était le président du conseil d'administration. « Dites-lui que j'arrive. « Monsieur Thorne vous attend », dit Sam. « Mais vous devez vous enregistrer en tant que visiteur et je dois vous accompagner. » L'humiliation était physique. C'était comme une gifle. Julian Blackwood s'enregistrant dans sa propre entreprise avec un badge en papier collant sur lequel était écrit « Visiteur ». Sam l'accompagna dans l'ascenseur et appuya sur le bouton du dernier étage. Ils montèrent en silence. Lorsque les portes s'ouvrirent, Julian passa devant la réceptionniste en trombe et se dirigea directement vers son bureau d'angle. « Julian !» La voix venait de la salle de conférence. Marcus Thorne se tenait dans l'embrasure de la porte. C'était un homme âgé, aux cheveux argentés et aux yeux d'acier. Derrière lui était assis l'ensemble du conseil d'administration. Vous constatez une bike ici se réunir avant le mois prochain. Ici, Marcus dit que ce n'était pas une invitation. C'était un ordre. Julian entra dans la salle de conférence. Il vit son siège en bout de table. Il était vide. Mais Marcus lui indiqua une petite chaise à l'autre bout de la table, habituellement réservée aux associés juniors qui présentaient leur rapport. « Qu'est-ce qui se passe, Marcus ?» demanda Julian en agrippant le dossier de la chaise. « Pourquoi mon badge a-t-il été désactivé? Pourquoi mes comptes ont-ils été gelés? »« Assieds-toi, Julian. Je ne m'assiérai pas. Ma femme est devenue folle, elle a kidnappé mon fils et elle essaie de vous utiliser contre moi. J'ai besoin d'un virement de 50 000 $ immédiatement pour régler cette situation juridique et j'attends. » Marcus fit glisser un dossier sur la longue table en acajou. Il s'arrêta à quelques centimètres de la main de Julian. « Nous avons reçu samedi une notification du cabinet Sterling & Vance, dit calmement Marcus, concernant la dissolution du trust familial Blackwood. » Julian pâlit. « C'est une affaire personnelle. Cela n'a rien à voir avec l'entreprise. » « Cela a tout à voir avec l'entreprise, » rétorqua Marcus en élevant la voix. « Vous avez mis en gage votre capital personnel et Blackwood Logistics comme garantie pour les prêts à haut risque que vous avez contractés l'année dernière. Les prêts que vous aviez juré de rembourser avec l'argent du fonds fiduciaire. » La pièce était plongée dans un silence de mort. Les autres membres du conseil d'administration regardaient Julian avec un mélange de dégoût et de pitié. « La banque nous a appelés ce matin, » poursuivit Marcus. « Étant donné que la fiducie est en cours de dissolution et que l'argent va à la fondation caritative, ta garantie n'a plus aucune valeur. La banque a demandé le remboursement des prêts. Tu es insolvable, Julian. »« Je peux t'arranger ça, » balbutia Julian. « Je vais faire changer le nom. C'est une erreur administrative. Elena a falsifié ma signature. » « Vraiment? »
Marcus appuya sur un bouton du téléphone de conférence. Lancez l'enregistrement. Une voix emplit la pièce. Elle était claire, nette et indéniablement celle de Julien. Oui, pose les papiers sur le bureau, Elena. Je me fiche de savoir ce que c'est. Laisse-moi juste les signer pour que je puisse partir d'ici. J'ai un avion à prendre. Elle provenait du système de sécurité domestique. Vous avez signé le nom de votre fils parce que vous étiez pressé de rejoindre votre maîtresse, dit Marcus, la voix pleine de mépris. Et cela nous amène à la clause de moralité dans votre contrat de PDG. Julien eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Une clause de moralité? C'est archaïque. Personne ne l'applique. Nous, oui, répondit Marcus. Lorsque le comportement du PDG entraîne un scandale public et une instabilité financière pour l'entreprise. Nous sommes une entreprise familiale de logistique, Julien. Notre marque repose sur la confiance et sur vous. Il regarda Julien comme s'il avait marché dans quelque chose. Vous êtes un handicap. Vous ne pouvez pas me licencier. J'ai des actions. Tes actions sont saisies par la banque pour payer tes dettes, dit Marcus. Nous avons voté il y a 1 heure. Tu es licencié pour motif valable, avec effet immédiat. Julien resta là, la bouche ouverte puis fermée. Il avait perdu sa femme, son fils, son argent et maintenant son titre. La seule chose qui lui restait était sa fierté. Puis les portes de l'ascenseur dans le hall sonnèrent. La réceptionniste semblait mal à l'aise en entrant. « Monsieur Thorne, je suis désolé de vous interrompre. Une jeune femme souhaite voir Monsieur Blackwood. » Elle crie. Julien ferma les yeux. « Non, je vous en prie, non. » Isabelle fit irruption dans la salle de réunion. Elle portait un manteau en fausse fourrure blanche et tenait un sac Louis Vuitton Weekender. Elle avait l'air affolée. « Julien !» cria-t-elle, ignorant la salle remplie de costumes. « Ma carte de crédit a été refusée à l'hôtel. Ils m'ont mise à la porte et tu m'as dit de venir à la maison. Mais les portes sont fermées. Que se passe-t-il? » Elle courut vers lui et lui saisit le bras. « Qui sont ces personnes âgées? Dis-leur de partir pour que nous puissions parler. » Le silence dans la pièce était absolu. Marcus Thorne regarda tour à tour la maîtresse de 24 ans et le PDG déchu. « Je pense que nous en avons terminé ici, » dit Marcus calmement. « Sam, veuillez raccompagner M. Blackwood et son invité hors de la propriété. » Sam s'avança, la main sur sa ceinture. Julien regarda Isabelle. Elle était belle et chère, tout ce qu'il pensait vouloir. Maintenant, elle ressemblait à une ancre qui l'entraînait au fond de l'océan. « Lâche-moi, » murmura Julien en repoussant sa main de son bras. « Quoi? » Isabelle recula. « Je t'ai dit de me lâcher, » rugit Julien, sa voix résonnant sur les parois vitrées. « Monsieur Blackwood, » avertit Sam en s'interposant entre eux. « Ne compliquez pas les choses plus que nécessaire. » Julien jeta un dernier regard autour de la salle de réunion. Il vit le logo de l'entreprise sur le mur, le chêne Blackwood. C'était son nom, l'arbre de sa famille, et il venait d'être abattu. Il se retourna et sortit, Isabelle le suivant, sanglotant, posant des questions confuses. Il passa devant les employés qu'il avait l'habitude de terroriser, devant la réceptionniste qu'il ne prenait jamais la peine de saluer. Il sortit par la porte principale et se retrouva sur le trottoir. Le vent soufflait dans son manteau. Il chercha ses clés de voiture dans ses poches. Puis il se souvint de la voiture de fonction, la Mercedes Classe S. Elle était louée au nom de l'entreprise. Sam se tenait au bord du trottoir. « J'ai besoin des clés du véhicule, monsieur. » Julien le fixa du regard. « Vous prenez la voiture. C'est la propriété de l'entreprise, » dit Sam en tendant la main. Julien déposa les clés dans la paume de Sam. Il se tenait sur le trottoir du centre-ville de Stamford. Sans voiture, sans emploi, sans argent, sans domicile. Isabelle se tenait à côté de lui, frissonnant dans sa jupe courte. « Julien, » gémit-elle, « comment allons-nous aller à l'aéroport? » « Nous retournons à Aspen, n'est-ce que pas? » Julien la regarda. Il regarda la rue. Il se mit à rire. C'était un rire brisé, maniaque. « Nous n'allons nulle part, Isabelle, » dit-il d'homme. « Nous marchons. Où ça? » « Jusqu'au fond, » dit-il. Mais Julien Blackwood n'avait pas encore touché le fond. Elena n'en avait pas fini. Elle lui réservait encore une surprise. Quelque chose qui allait transformer sa ruine financière en cauchemar criminel. Car tandis que Julien se concentrait sur le fonds fiduciaire, il avait oublié la comptabilité créative qu'il avait pratiquée sur les déclarations fiscales communes, déclarations qu'Elena venait de remettre à l'IRS dans le cadre de sa demande d'exonération pour conjoint innocent. Le mois de janvier dans le Connecticut est impitoyable, mais ce n'était rien comparé au froid qui régnait dans le studio que Julien Blackwood
louait actuellement à Bridgeport. Cela faisait 3 semaines que Blackwood Logistics avait implosé. La chute avait été brutale et vertigineuse. Julian, un homme habitué aux draps de luxe et au chauffage au sol, dormait désormais sur un canapé-lit qui sentait la cigarette froide et le regret. Isabelle faisait les 100 pas dans la petite pièce, ses talons claquant sur le sol stratifié bon marché. L'aventure de la chute avait pris fin dès qu'elle avait réalisé que Julian ne pouvait pas lui acheter un autre billet d'avion pour Aspen. « Il nous faut des provisions, Julian », lança-t-elle en regardant le mini-réfrigérateur vide. « Et pas des produits de bon marché. Je ne peux pas manger ces cochonneries industrielles. Ma peau est en train de se détériorer. » Julian était assis à la table bancale de la cuisine, la tête entre les mains. Il était entouré de piles de papier, d'avis de saisie, de poursuites judiciaires liées à des cartes de crédit et de lettres de mise en demeure. « Nous avons 40 $, marmonna Isabelle. « Jusqu'à ce que je puisse liquider le bateau, c'est tout. Tu as dit que le bateau avait été saisi, conta-t-elle d'une voix aiguë. J'ai dit que le yacht avait été saisi, le bateau de pêche dans la marina. Je pourrais encore en avoir la propriété. Si seulement je pouvais m'y rendre sans que les huissiers me voient. » Son téléphone sonna. C'était le téléphone jetable qu'il avait acheté dans un magasin de proximité. Une seule personne avait ce numéro. Martin Weiss, son comptable personnel. Julian s'en empara. « Martin, donne-moi de bonnes nouvelles. Dis-moi que tu as trouvé une faille pour la fiducie. »« Julian, tais-toi et écoute-moi. » La voix de Martin tremblait. On aurait dit un homme qui avait un pistolet pointé sur la tête. « Où es-tu? » Je reste discret. « Pourquoi? » Le fisc est à mon bureau, Julian. En ce moment même, un des agents fouille la salle des archives. Julian sentit le sang se retirer de son visage. « Quoi? Pourquoi? Ce n'est qu'un contrôle fiscal, Martin. »« Occupe-t'en. Ce n'est pas seulement un contrôle fiscal, siffla Martin. C'est une descente de la brigade criminelle. Ils ont tout. Les registres des îles Caïmans, les sociétés écrans pour les honoraires de consultation, les voyages d'affaires qui étaient en fait des vacances. Ils ont tout. »« Comment? » murmura Julian. Ces informations se trouvaient sur le disque crypté dans mon coffre-fort. Elena a pris le disque, mais elle n'a pas le mot de passe. C'est un cryptage de niveau militaire. Elle n'avait pas besoin du disque, Julian, dit Martin, la voix brisée. Elle a rempli le formulaire 8,57. Le formulaire, quoi? Une demande d'exonération pour conjoint innocent. C'est une disposition du code fiscal. Si un conjoint soupçonne son partenaire de fraude fiscale sur une déclaration commune, il peut demander une exonération pour éviter des poursuites. Mais pour l'obtenir, il doit fournir des preuves substantielles des actes répréhensibles de l'autre conjoint. Julian s'effondra dans le fauteuil. Elle leur a tout donné. Martin continua. Elle tenait un journal, Julian. Pendant 3 ans, chaque fois que tu rentrais à la maison avec de l'argent liquide, chaque fois que tu te vantais d'une déduction fiscale, elle comparait tes carnets de vol avec les publications Instagram de ta maîtresse et les présentait comme preuve que ces dépenses n'étaient pas liées à ton activité professionnelle. Elle t'a livré aux fédéraux sur un plateau d'argent pour se sauver elle-même. Martin, tu dois régler cette affaire. Règle-la. J'essaie moi-même d'éviter la prison. Je suis en train de négocier un accord, Julian. Je leur donne ton nom. Ne m'appelle plus. La ligne fut coupée. Julian fixa le mur. La prison fédérale. Pas seulement la faillite, la prison. Qui était-ce? Demanda Isabelle en levant les yeux de son téléphone. L'argent va arriver? Julian la regarda. Il regarda la femme qui lui avait coûté son mariage, son fils et maintenant sa liberté. Il ressentit soudain une violente vague de haine. « Non, » répondit Julian doucement, « le fisc arrive. » Isabelle se figea. « Le fisc? Comme les impôts? Comme la prison? » Isabelle, ils sont au courant des voyages. Ils savent que j'ai utilisé les fonds de l'entreprise pour payer ton appartement en ville. Ils sont au courant pour les bijoux. Isabelle écarquilla les yeux. Elle se leva lentement. « Attends, si tu as utilisé de l'argent volé pour m'acheter des choses, vont-ils les reprendre? Ils prendront tout. » Julian rit sombrement. « Et ils vont probablement t'interroger. Tu es bénéficiaire de fonds illicites. » Isabelle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle passa en mode survie, tout comme Julian quelques semaines auparavant. Elle se dirigea vers le placard et attrapa sa valise. « Où vas-tu? » demanda Julian. « Je pars, dit-elle en jetant ses vêtements dans le sac.
Je ne peux pas être impliqué dans cette affaire. Mon père est juge, Julian. Je ne peux pas avoir des agents fédéraux qui frappent à ma porte. Tu me quittes? Julian se leva, renversant sa chaise. Maintenant, je n'ai plus rien. Exactement, dit Isabelle en fermant la valise. Elle se tourna vers lui, le visage froid et impassible. Tu n'as plus rien. Et franchement, Julian, tu n'es pas très drôle quand tu es pauvre. Elle se dirigea vers la porte. Isabelle, cria-t-il, j'ai fait ça pour toi. J'ai ruiné ma vie pour toi. Elle s'arrêta, la main sur la poignée. Elle se retourna vers lui, l'air sincèrement perplexe. Tu n'as pas fait ça pour moi, Julian. Tu l'as fait parce que tu es un narcissique qui pensait pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre. Ne me fais pas porter le chapeau. Je n'étais que le beurre. La porte claqua. Julian se retrouva seul dans le silence de l'appartement. Il se dirigea vers la fenêtre et la regarda monter dans un Uber. Il avait touché le fond, du moins le croyait-il. Mais en regardant son reflet dans la vitre sale, mal rasée, vêtu d'une chemise froissée, les yeux exorbités par la panique, il se rendit compte qu'il lui restait une carte à jouer. Elena. Il ne l'aimait pas. Il s'en rendait compte maintenant. Mais c'était elle qui était à l'origine de sa souffrance. C'était elle qui tirait les ficelles. Si seulement il pouvait la voir, si seulement il pouvait se tenir devant elle, il pourrait la briser. Il pourrait lui faire ressentir sa culpabilité. Il pourrait utiliser Harrison. Il devait se rendre à Newport. Il devait s'incruster à la fête. Le domaine Sterling à Newport brillait comme une lanterne dans l'obscurité de l'océan Atlantique. C'était la nuit du gala annuel du solstice d'hiver, un événement caritatif organisé par les Sterling depuis des décennies. Les années précédentes, Julian avait été l'invité d'honneur. Il arrivait vêtu d'un smoking à 5 000 $, serrait des mains, faisait des blagues, jouait le rôle du magnat bienveillant. Ce soir, il observait depuis les buissons près de l'entrée de service. Il avait fait du stop jusqu'à Newport. Cela lui avait pris 6 heures. Il portait son smoking, mais c'était celui qu'il portait le jour où il avait été licencié. Il était taché, froissé et sentait la transpiration. Il avait essayé de le nettoyer dans les toilettes d'une station-service, mais il ressemblait moins à un PDG qu'à un vagabond déguisé. La sécurité était stricte. Des gardes privés patrouillaient le périmètre, mais Julian connaissait le domaine. Il savait qu'il y avait une entrée de service à l'arrière, près des tentes du traiteur. Il attendit qu'une camionnette d'une entreprise de fleurs franchisse les portes. Lorsque le portail s'est ouvert, Julian a sprinté dans l'ombre, se cachant derrière une rangée de haies soigneusement taillées. Il s'est frayé un chemin jusqu'aux portes de la terrasse. À l'intérieur, la salle de bal était animée par la musique et les rires. Des lustres en cristal projetaient une lumière dorée et chaleureuse sur la foule. Il a vu des visages familiers, des rivaux en affaires, de vieux amis, des gens qui avaient cessé de lui répondre au téléphone. Et puis il l'a vue, Elena. Elle se tenait près de l'orchestre, un verre de champagne à la main. Elle était magnifique. Elle portait une robe en velours bleu nuit qui épousait sa silhouette. Ses cheveux étaient un relevé et un chignon élégant et brillant. Elle ne ressemblait pas à une épouse en deuil. Elle ressemblait à une reine qui venait de gagner une guerre. Et elle n'était pas seule. Elle riait à quelque chose qu'un homme disait. Ce homme était David Vance, un associé du cabinet d'avocats de son oncle, un homme que Julian avait toujours considéré comme un rustre. Une rage brûlante et aveuglante envahit Julian. Il ne se souciait plus du plan. Il ne se souciait plus de son moyen de pression. Il voulait juste briser cette image de perfection. Il poussa les portes de la terrasse et entra dans la salle de bal. Le vent froid de l'océan le suivit, faisant vaciller les bougies. Quelques personnes se retournèrent pour regarder, puis quelques autres. Les bavardages cessèrent, remplacés par une vague de chuchotements gênés. « Julian » murmura quelqu'un. Julian les ignora. Il marcha droit vers Elena, ses pas lourds résonnant sur le parquet. Il avait l'air dérangé, sa cravate était de travers, ses yeux étaient injectés de sang, son visage était émacié. Elena se retourna, son sourire s'estompa, mais elle ne broncha pas. Elle posa son verre de champagne sur le plateau d'un serveur qui passait, d'une main ferme. « Bonjour, Julian, dit-elle. » Sa voix était calme, amplifiée par le silence soudain de la pièce. L'orchestre cessa de jouer. « Tu as l'air heureuse, dit Julian d'une voix rauque, s'arrêtant à 1,50 m d'elle. Il pointa un doigt tremblant vers elle. « Tu m'as volé mon fils. Tu m'as volé mon argent.
Tu m'as dénoncé aux fédéraux et tu es ici en train de boire du champagne. Je n'ai rien volé, dit Elena, sa voix portant clairement jusqu'au public captivé. J'ai protégé notre fils d'un homme qui considère les gens comme des actifs. Je suis son père, cria Julian. Le vernis de civilisation se fissura. Il est un Blackwood. Tu n'avais pas le droit de changer son nom. Il est un Sterling maintenant, répondit Elena froidement, parce que le nom Blackwood est sur le point de devenir synonyme d'inculpation fédérale. Je lui ai donné un avenir, Julian. Toi, tu ne lui aurais donné que des dettes. Je veux le voir, dit Julian en s'avançant vers elle. David Vance s'interposa entre Julian et Elena, mais celle-ci posa une main sur le bras de David pour l'arrêter. Elle n'avait pas peur. « Tu veux le voir ?» demanda Elena. « Comme tu l'as vu à Noël. Oh, attends, tu étais à Aspen, comme tu l'as vu pour son anniversaire l'année dernière. Non, tu étais en conférence téléphonique sur le terrain de golf. Ce n'est pas Harrison qui te manque, Julian. C'est le fonds fiduciaire qui lui est attaché. » La foule eut le souffle coupé. C'était une mise à mort publique. « Je t'aimais. » Julian mentit, la voix brisée. Il tomba à genoux. C'était une mise en scène. Un dernier effort pour gagner la sympathie de la foule. « Elena, je t'en prie, j'ai fait une erreur. Mais ne me détruis pas. On peut arranger ça. » Elena le regarda. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux, seulement une profonde lassitude. « Tu sais, dit-elle doucement, se penchant pour que seul Louis et les 50 personnes les plus proches puissent l'entendre. En fait, j'ai pardonné ton infidélité, Julian. Quand j'ai vu les SMS en octobre, j'étais prête à aller voir un conseiller. J'étais prête à essayer. » Julian leva les yeux, une lueur d'espoir dans le regard. « Alors pourquoi? À cause de ce que tu as dit à ta maîtresse à propos de Harrison, » répondit Elena. Julian se figea. « J'ai entendu l'enregistrement de la chambre d'enfant, » continua Elena. « La caméra enregistre le son. Julian, tu étais en train de changer sa couche avant de partir. Tu étais au téléphone avec elle. Tu te souviens de ce que tu as dit? » Julian secoua la tête, terrifié. « Tu as dit, j'ai hâte de me débarrasser de ce gamin. C'est un tel fardeau. Une fois que la fiducie aura versé l'argent, je l'enverrai en pensionnat pour que nous puissions voyager. » Le silence dans la pièce était absolu. Il était lourd, suffocant. « Il avait 2 ans, murmura Elena, les larmes brillant enfin dans ses yeux. Non pas de tristesse, mais de rage. Il tenait ton doigt, te regardant avec un amour pur. Et tu prévoyais de l'expédier comme une marchandise pour pouvoir faire la fête avec une fille de 20 ans. C'est à ce moment-là que tu es mort à mes yeux, Julian. L'argent, le nom, la maison, ce n'étaient que des formalités administratives. » Le mariage a pris fin dans cette chambre d'enfant. Julian s'agenouilla, abasourdi. Il se souvenait avoir dit cela. Il était frustré. Le bébé pleurait. Isabelle attendait. Il l'avait juste dit, il ne le pensait pas. Ou peut-être que si, des sirènes retentirent au loin, se rapprochant. « Je pense que tu devrais partir, » dit Elena en reculant. Elena, la sécurité. La voix de Robert Sterling résonna depuis le fond de la pièce. 2 hommes costauds saisirent Julian par les bras. Il ne se débattit pas. Il n'avait plus d'énergie. La vérité des paroles d'Elena avait coupé les liens qui le retenaient. Ce n'était pas l'infidélité, c'était de la cruauté. Alors qu'il le traînait vers la sortie, il se retourna. La foule s'était déjà détournée. L'orchestre commença à jouer une valse. Elena prit sa coupe de champagne, lui tournant le dos. Elle ne le regarda pas partir. Dehors, les gyrophares bleus des voitures de police de Newport illuminaient l'allée, mais une autre voiture attendait derrière elle. Une berline noire avec des plaques d'immatriculation gouvernementale. 2 hommes en coupe-vent en sortirent. Les lettres sur leur veste étaient en jaune et indubitables. IRS, CID. Les policiers remirent Julian aux agents fédéraux. Alors qu'ils lui passaient les menottes et lui lisaient ses droits concernant la fraude fiscale et la fraude électronique, Julian leva les yeux vers le manoir une dernière fois. Il aperçut une silhouette à la fenêtre du 2e étage. Une petite ombre, un enfant en bas âge qui regardait peut-être les lumières. « Harrison » murmura Julian. Mais le garçon à la fenêtre n'était plus Harrison Blackwood. Il s'appelait désormais Harrison Sterling et il était en sécurité. Julian fut poussé à l'arrière de la voiture fédérale. La porte claqua, l'enfermant dans l'obscurité. 3 ans plus tard, l'établissement pénitentiaire fédéral de Danbury, dans le Connecticut, était bien loin des chalets d'Aspen ou des salles de réunion de Stamford.
C'était un monde de béton gris, de néons et de routines imposées. Le détenu 41201 Ftos était assis sur le bord de sa couchette. Julian Blackwood avait vieilli d'une décennie en 3 ans. Ses cheveux, autrefois épais et coiffés avec du gel italien, étaient clairsemés et gris. Sa peau, autrefois bronzée par les séjours au ski et les parties de golf, était désormais pâle et marquée par de profondes rides de stress. Il n'était plus le loup de Wall Street. Ici, il n'était plus que Blackwood, le type qui travaillait à la bibliothèque pour trier des livres de poche pour 12 cents de l'heure. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Autrefois, il brassait des millions de dollars d'un simple clic. Désormais, on ne lui faisait plus confiance que pour déplacer les romans de Danielle Steele d'un chariot à une étagère. Il entendit le lourd cliquetis de la porte du bloc cellulaire qui s'ouvrait. C'était l'appel des hommes. Blackwood. Le gardien aboya en jetant une enveloppe sur son lit. Julian la ramassa avec des mains tremblantes. Elle venait d'Arthur Pendleton, le seul avocat qui acceptait encore ses appels en PCV, principalement par curiosité morbide. Julian l'ouvrit précipitamment. À l'intérieur se trouvait une coupure du Wall Street Journal. Le titre le frappa comme un coup physique. La Fondation Sterling annonce une subvention de 40 millions de dollars pour les mères célibataires et les programmes d'éducation financière. Il y avait une photo. C'était de Lelianena. Elle était radieuse. Elle se tenait debout sur un podium, coupant d'un ruban. À côté d'elle se trouvait un garçon de 5 ans, aux yeux brillants et au sourire espiègle. Harrison. Julian lut l'article, ses yeux dévorant les mots qui scellaient son destin. La subvention est financée par le Blackwood Family Trust, dissous, qui a été reversé à la Charitable Foundation il y a 3 ans. Nous transformons un héritage de cupidité en un héritage d'espoir, a déclaré la présidente Elena Sterling. Nous voulons nous assurer qu'aucune femme ne soit jamais piégée dans un mariage en raison de sa dépendance financière. Julian laissa tomber le journal. Elle avait gagné. Elle ne s'était pas contentée de lui prendre son argent. Elle utilisait l'argent de sa famille. L'argent que son père avait amassé. L'argent que Julian avait accumulé pour aider les femmes à échapper à des hommes comme lui. Il regarda à nouveau la photo de Harrison. Le garçon portait un blazer qui ressemblait à celui que Julian portait autrefois, mais son visage avait une douceur, une joie que Julian n'avait jamais cultivée. Sous la photo, la légende disait « Elena Sterling avec son fils Harrison et son fiancé, le Dr. Daniel Vance, l'homme de la fête, l'avocat ennuyeux. Il allait élever le fils de Julian. Il allait apprendre à Harrison à se raser, à conduire, à devenir un homme, et il lui apprendrait à être exactement le contraire de Julian Blackwood. » Julian froissa le journal dans son poing. Il voulait crier, mais il n'avait plus de voix. La rage s'était éteinte depuis longtemps, ne laissant qu'un vide, une douleur froide. Il s'allongea sur le lit de camp dur et fixa le plafond. Il repensa au SMS qu'il avait envoyé cette nuit-là, en décembre. « Elle dort. » Tiens bon, elle ne dormait pas, elle était réveillée. Et à cause de cela, Julian allait dormir pendant les 7 prochaines années de sa peine. Mais le coup de grâce n'était pas l'argent, ni la prison, ni même la nouvelle fiancée, était le livre posé sur la table de son compagnon de cellule. Son compagnon de cellule, un homme rude nommé Miller, lisait un livre de poche à la couverture brillante. « Hey Blackwood !» dit Miller en riant et en brandissant le livre. « Ta copine sait vraiment écrire. » Julian regarda la couverture. « The Aspen Affair, survivre à un narcissique et me retrouver » par Isabelle Martin. C'était un best-seller du New York Times. Isabelle avait tout raconté. Elle s'était dépeinte comme une victime naïve et Julian comme un monstre manipulateur. Elle participait à des talk-shows, elle avait un podcast. Elle gagnait des millions en racontant au monde entier à quel point Julian Blackwood était horrible. Julian ferma les yeux. Elena avait la dignité. Isabelle avait la célébrité. Harrison avait un père qui l'aimait. Et Julian avait un service à la bibliothèque dans 10 minutes. Il se leva, lissa sa combinaison beige et se dirigea vers la porte. L'homme le plus intelligent de la pièce avait enfin appris sa leçon, mais il l'avait apprise dans une pièce dont il ne pouvait pas sortir. Et voilà l'histoire de Julian Blackwood, un homme qui pensait pouvoir traiter sa famille comme un actif commercial, pour finalement découvrir que sa femme était la PDG de sa chute. C'est un rappel brutal que le silence ne signifie pas toujours l'ignorance. Parfois, la personne que vous pensez tromper est simplement en train de rassembler discrètement les munitions nécessaires pour vous détruire.
Elena n'a pas crié, elle ne s'est pas battue et elle n'a pas supplié. Elle a simplement changé un nom sur un bout de papier et a laissé l'arrogance de Julian faire le reste. Julian a perdu sa liberté, sa fortune et son héritage parce qu'il a oublié la règle la plus importante de toutes. On ne trahit jamais la personne qui détient les clés de son château. Qu'en pensez-vous? La vengeance d'Elena était-elle trop sévère? Ou Julian a-t-il eu exactement ce qu'il méritait? Et qu'auriez-vous fait si vous aviez trouvé cette note sur le téléphone? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux. Si vous avez aimé cette histoire sur le karma et la justice, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire. La semaine prochaine, nous vous raconterons l'histoire incroyable d'une gagnante à la loterie dont le mari a essayé de cacher le ticket. Vous ne voudrez pas manquer ça. Merci de votre écoute et n'oubliez pas que la vérité finit toujours par éclater, généralement quand on s'y attend le moins.